une, il faut qu'il ait une, comment dirais-je, une motivation pour le concept avant tout. Finalement, si vous voulez, le concept fait tout. Après, savoir si c'est une franchise, une concession, une licence de marque, j'ai envie de dire, c'est secondaire. Il faut que le candidat se sente bien dans le concept. Et puis, alors ensuite, il étudiera le contrat, il verra si ça colle bien à la réalité. Mais c'est secondaire. Le concept est avant tout primordial. Et peut-être une dernière question, si vous le permettez. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années en arrière, on avait, comme vous le disiez, un peu un sacerdoce de la franchise. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer? Est-ce que les modèles j'ai pas envie de dire se flexibilisent, mais quelque part évoluent? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui se dessinent maintenant dans les développements de réseaux? Alors, sur l'organisation, non. C'est-à-dire que la franchise, si vous voulez, en France, et alors je vois encore, c'est un peu une boutade pour nos amis suisses, mais très amicale. En France, on a un niveau de maturité de la franchise qui n'est pas celui de la Suisse, c'est-à-dire qu'on a depuis maintenant facilement une trentaine d'années, même 40 ans, défini la franchise de manière très rigoureuse. Alors, quand je dis on, c'est les tribunaux, parce qu'on a créé beaucoup de réseaux. Donc, finalement, la franchise est figée sur l'organisation. Alors, ça évolue, il y a des nouvelles techniques, etc. Mais on retrouve toujours la même logique depuis 30-40 ans. Après, les concepts évoluent énormément, naturellement, et puis on a eu toute la digitalisation qui a changé les habitudes, c'est une évidence. Mais sur le modèle contractuel, les choses évoluent aussi, mais de manière très, très marginale, finalement. En Suisse, c'est un peu différent, dans le sens où, une fois encore, la notion de franchise embrasse plus largement. On a tendance, plus qu'en France, alors qu'en France, déjà, on a cette tendance, à considérer que la franchise, finalement, c'est un peu synonyme de réseau, quelle que soit l'organisation. Alors, les choses changent, parce que la Suisse est aussi beaucoup ouverte à la franchise et elle définit aussi bien qu'en France la franchise, mais ça prend un peu plus de temps parce que le point de démarrage n'a pas été le même, à mon sens. Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Je rappelle aux participants que vous avez la possibilité de poser des questions dans la chatbox en bas, donc ne vous en privez pas, hein. Vous avez la chance d'avoir plusieurs experts là autour de la table, si je puis dire, réunis, donc profitez-en, on est ensemble jusqu'à 10 heures. Bien souvent, quand on parle de franchise, on pense à de l'entrepreneuriat un petit peu encadré, mais ça nécessite quand même des moyens, ça nécessite des investissements. Les modèles qui sont mis en place ne sont pas forcément les mêmes en France et en Suisse, naturellement. Et donc, je vais passer la parole à David Guffroy, associé au sein du cabinet Eurex, qui va nous dire quelques mots sur ces aspects qui sont plus liés au business plan et aussi à l'environnement peut-être fiscal et social qu'on peut connaître dans les deux pays. Excusez-moi, je vous coupe un instant pour vous signaler qu'il y a une question dans la discussion à l'intention de la franchise. Oui, on va les prendre à la fin, les questions. Merci beaucoup. D'accord. Oui, bonjour à tous. Donc, David Guffroy, donc expert comptable au sein du groupe Eurex et plus particulièrement en charge des filiales suisses du groupe qui sont basées à Genève et Fribourg. Donc, je suis de formation française et implanté à Genève depuis une dizaine d'années avec une expérience transfrontalière dans les domaines qui sont les domaines de ce qu'on appelle la fiduciaire en Suisse et plus communément les cabinets d'expertise comptable en France, donc la comptabilité, fiscalité, sociale. Nous réalisons beaucoup d'implantations sur les aspects comptables et juridiques de sociétés sur Suisse et un certain nombre de franchisés. Moi-même, j'ai une expérience au démarrage dans la profession comptable au sein de franchisés. Et c'est un modèle que j'ai beaucoup apprécié à mes débuts parce que ça m'a apporté une énorme connaissance de la structuration et de ce que peut apporter un franchiseur dans la réussite d'une entreprise créée par un franchisé. Et je sais que quand la franchise est bien ficelée, c'est un facteur clé de succès qui est souvent déterminant, au-delà même de la notoriété de la marque. Donc, pour lancer n'importe quelle entreprise, et y compris une franchise en tant que franchiseur ou en tant que franchisé, on a besoin des chiffres et on a besoin de bâtir un business plan
avec des aspects de présentation du concept, de présentation de la marque, mais aussi présentation des chiffres, pour se donner une idée des facteurs de réussite et des objectifs à atteindre pour pouvoir réussir son pari et réussir à gagner de l'argent sur la franchise que l'on met en place. Donc, sur le business plan, on a toute une partie qui peut être préparée par le franchiseur. On a toute une partie qui décrit le concept, qui décrit le modèle économique, qui décrit le marché, la concurrence. Pour cela, il y a un certain nombre aussi sur la partie suisse pour prospecter sur ce nouveau pays quand on est une franchise française qui désire s'étendre sur le territoire suisse. On dispose de partenaires institutionnels, dont la Chambre de commerce franco-suisse, qui a un certain nombre de services pour aller prospecter sur le marché, vous aider avec aussi d'autres partenaires étatiques à savoir si votre modèle peut trouver écho côté suisse. Et un certain nombre de conseils privés comme Rex interviennent pour vous aider sur les aspects calcul financier de votre prévisionnel de déploiement. Alors, pour un franchiseur, pour connaître un petit peu les spécificités suisses et quel serait le modèle d'approvisionnement de vos implantations en Suisse, et pour un franchisé, quel serait le seuil de rentabilité à atteindre et le modèle de forme juridique à adopter, les poids des masses salariales et autres, qui sont finalement les mêmes aspects que pour une entreprise normale, en intégrant les aspects spécifiques à la franchise, à savoir des redevances de marque ou autres. Je ne vais pas m'étendre sur la conception d'un business plan, c'est identique que ce soit en France ou en Suisse. Je parlerai plutôt des spécificités de la Suisse. Et pour le franchiseur, il est très important de ne pas considérer que la Suisse est un point de vente supplémentaire dans son implantation. Pour l'arrivée sur Suisse va véritablement franchir une vraie marche, parce qu'il va y avoir des nouvelles dépenses qu'il va falloir mettre en œuvre qui n'existent pas quand on est un franchiseur français et qu'on déploie un nouveau site côté français. Il faudra certainement, par exemple, un nouveau site web parce qu'il faut qu'il soit spécifique à la Suisse. Il y a des tarifications, notamment en CHF, que l'on ne peut pas avoir puisque la monnaie est différente. L'argumentaire commercial est également bien souvent différent. La clientèle suisse n'a pas l'habitude d'avoir la même communication qu'en France. C'est aussi forcément un pays avec 3 langues, donc notre site web, il faudra le décliner si on veut s'adresser à toute la Suisse dans 3 langues différentes. On peut aussi diffuser sur France des produits qui vont nécessiter d'être homologués côté suisse, passer certains caps réglementaires pour pouvoir être diffusés sur le territoire suisse. Donc ça aussi, c'est des dépenses supplémentaires. Quand on a un back-office qui s'adresse aux franchisés et que le franchiseur met un certain nombre de services à disposition, il faudra former ce back-office à la réglementation suisse. Le droit commercial est différent, le droit du travail, le droit des sociétés, le droit fiscal. Tout ça, c'est différent. C'est un autre pays. Et ce n'est pas un pays de l'Union européenne. C'est un pays à part. Et également prévoir certaines dépenses peut-être dans l'informatique, parce qu'on peut avoir développé des logiciels propres à notre métier et on ne peut pas déployer un site supplémentaire en Suisse comme ce serait en France. Comme on l'a vu, il y a des problèmes de type de monnaie différentes. Les Suisses ont l'habitude d'arrondir les factures à 5 centimes, ce qui n'est pas le cas en France où on est au centime près. Il y a la TVA. Qui n'est pas au même taux. Donc, on peut avoir des dépenses de développement importants de nos logiciels à prévoir pour pouvoir s'adresser au marché suisse. Donc, tout ça, du côté du franchiseur, c'est à prendre en compte. Du point de vue du franchisé, et comme le franchiseur a besoin de le connaître, on a des spécificités, qu'elles soient en Suisse juridiques, des formes de sociétés qui, certes, à première vue, sont identiques à la France, mais ont un certain nombre de spécificités en termes de capital, en termes de nomination, en termes de représentants résidant en Suisse.
le coût salarial et le coût social est complètement différent à la façon dont on a la preuve. On aborde la partie coût salarial en Suisse qu'en France, avec des charges sociales, un système de charges sociales avec des piliers. Donc, quand on est un franchisé résident suisse, on est habitué à ça, mais pour le franchiseur, c'est important aussi d'aller étudier ces spécificités. Tout ça sera bien sûr dans le prévisionnel et nécessitera d'être expliqué. Et puis, il faut appréhender également, quand on fait notre business plan, les taux de prélèvement qui sont également différents de la France. Hein. On a un taux d'impôt sur les sociétés qui est différent, un taux de TVA également, des charges sociales qui sont plus compétitives qu'en France, mais des salaires plus élevés. Donc, tout ça nécessite d'être étudié avec beaucoup de sérieux au départ. Il faudra tenir compte également de la différence de notoriété. C'est-à-dire qu'une franchise qui est bien développée en France n'est pas forcément du tout connue en Suisse. Et quand on a l'habitude d'avoir une partie redevance de marque, il faudra en tenir compte par rapport à la redevance que l'on exige tout au moins au départ, le temps que la marque acquiert la notoriété que l'on souhaite sur la Suisse. Donc, il faut avoir un modèle économique sur la marque qui est un peu différent. Et puis, enfin, tenir compte qu'on est sur un modèle d'affaires qui peut être différent en Suisse qu'en France, sur les modes de consommation. Les modalités de paiement ne sont pas les mêmes. On paye encore beaucoup en espèces en France, en Suisse, alors qu'en France, les réglementations ont fait que ce mode de paiement devient vraiment accessoire. En Suisse, la clientèle, dans le développement du business plan, on est là pour expliquer aussi que souvent la clientèle en Suisse, elle est souvent plus fidèle qu'en France, mais elle est plus longue à conquérir. Donc, on va modérer un peu les ardeurs au départ sur le lancement d'activité. Je pense qu'une franchise en France décollera peut-être plus vite qu'en Suisse. Donc voilà un petit peu les points de vigilance que je peux apporter sur la conception d'un business plan en Suisse. Je n'ai pas abordé les points techniques d'un business plan qui sont identiques à la France et à la Suisse, mais je peux répondre à des questions par rapport à ça. Merci beaucoup, David, pour cet éclairage. Peut-être une première question en pratique, hein, toi qui as œuvré des deux côtés de la frontière. Est-ce qu'un business plan, il est plus compliqué à monter, à mettre en place en France ou en Suisse, ou alors est-ce que finalement, c'est un petit peu la même chose? Alors, il n'y a pas de différence fondamentale, comme je l'ai dit, sur la conception sur les aspects financiers d'un business plan. On retrouve bien évidemment, la comptabilité est universelle, donc on retrouve les mêmes postes de compte de pertes et profits, bilan et prévisionnel, gestion de la trésorerie, du besoin en fonds de roulement et plan de financement. On a, comme je l'ai dit, un certain nombre de spécificités en termes de taux de prélèvement, de charges d'impôt, de coûts salariales qui sont à étudier et qui font une grosse différence en termes de masse dans les comptes de pertes et profits par rapport à la France. Mais sur l'aspect global, il n'y a pas de différence fondamentale et on bâtit de la même manière. Ok. Donc, sur la technique, c'est la même chose. Après, effectivement, les postes diffèrent. C'est vrai qu'ici en Suisse, en termes de poids, oui, tout à fait, notamment sur la partie salariale et puis j'imagine aussi parfois sur la partie immobilier lorsqu'on a à mettre en place des enseignes où les prix de l'immobilier peuvent être un petit peu différents ici en Suisse que ce qu'on connaît en France. Oui, tout à fait. Alors, et en Suisse, il y a aussi une grande disparité entre les villes en termes de prix de loyer au mètre carré et même au sein de Genève, en termes de quartier, il y a des grands écarts en termes de prix au mètre carré. Ouais, donc, mais le poids de l'immobilier est effectivement beaucoup plus lourd qu'en Suisse, mais qu'en France. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les grands équilibres, en tout cas, quand on regarde le taux de marge net que l'on peut avoir en Suisse, il est identique, voire supérieur à la France, malgré certains postes qui ont des poids plus lourds. Les salaires sont plus élevés, le loyer est plus élevé, mais les taux de prélèvement étant beaucoup plus faibles, on s'y retrouve largement. Est-ce que tu peux nous donner juste à titre d'information pour les gens qui suivent le séminaire, pour les participants, peut-être la cote mal taillée des charges patronales, charges sociales, et puis
et puis impôt sur les bénéfices. Voilà, en deux mots on a un taux de TVA à 7,7 contre 20%. On a un taux d'impôt sur les sociétés à 13, alors qui peut différer légèrement d'un canton, même s'il y a une harmonisation nationale qui se situe aux alentours de 14% à Genève et qui est progressif en France, 15, 25, 33 encore, mais qui est sur un plan d'allègement, mais qui n'atteindra pas alors après, reste la discussion sur le taux universel à 15%, qui est actuellement au niveau mondial en négociation. Mais donc, sur les taux d'impôt sur les bénéfices, on est aux environs de 14%. Sur les charges sociales, alors, c'est un système qui est complètement différent. Hein. On est sur des systèmes notamment de retraite par capitalisation par rapport à un système de retraite par répartition côté français. Mais on a un poids total de charges sociales qui se situe, charges salariales et patronales compris, hein, aux environs entre 35 et 40% selon les assurances complémentaires que l'on peut mettre pour les salariés, ce qui est très compétitif. Hein. Je rappelle que c'est salarial et patronal compris, donc pour un euro ou un franc suisse versé à un salarié, le coût global sera plutôt entre 1,35 et 1,40 en Suisse, qui est quand même très, très compétitif par rapport à la France, ce côté-là. Donc, on a certes des salaires plus élevés, mais on économise sur ces postes-là et donc, il y a un facteur de réussite qui est assez important par rapport à ça. Ouais. Et peut-être aussi noter un temps de travail qui varie de 40 à 45 heures par semaine, 4 semaines de congés payés oui. légal par Alors, année. Voilà, donc ça tout ça à fait fait. aussi une différence. Nous-mêmes, quand on compare souvent pour pas uniquement pour les franchises, hein, bien évidemment, mais quand on compare le coût salarial, certes, effectivement, les salaires sont plus élevés, mais on a 40 heures par semaine contre 35. On a 9 jours fériés contre 11. Et en fait, il reste un écart à la fin, mais qui est quand même qui diminue fortement, sachant également aussi que en France, il y a des gros écarts de salaire qui existent moins côté suisse. Et donc, sur les salaires de personnel formé à forte valeur ajoutée, enfin, pas valeur ajoutée, excusez-moi, le terme n'est mal choisi, mais à forte très diplômé, les salaires suisses et français se rejoignent à peu près. C'est sur entre guillemets, les personnels à faible diplôme que les écarts sont plus importants entre la France et la Suisse. Merci. Et puis, si tu le permets, David, peut-être un exemple pour illustrer un petit peu les différences culturelles, les différences de pratiques qu'on peut avoir. On a eu l'occasion la semaine dernière de déjeuner ensemble avec le directeur général de Vedia, qui est une maison de vente par correspondance ici en Suisse, qui est un petit peu la redoute suisse, hein, si on veut bien. Et il nous expliquait que tous les envois, toutes les commandes se faisaient encore sur facture, c'est-à-dire que les gens font leurs commandes auprès de Vedia, ils reçoivent leur commande et ils reçoivent une facture qu'ils doivent régler dans les 30 jours. Donc voilà, oui. C'est vraiment une illustration très concrète des différences qu'il peut y avoir entre la France et la Suisse. Il y en a plein. Mais il y en a plein. Mais exactement, c'est-à-dire, moi j'ai eu le même cas, c'est-à-dire d'aller installer en Suisse, d'aller dans une enseigne et de la personne me demande si je veux la carte de fidélité de l'enseigne suisse. Pourquoi pas. Et une fois que j'ai eu la carte de l'enseigne, on dit vous n'avez pas besoin de payer, on vous recevra la facture à votre domicile. Moi, venant de France, je me suis dit, tu étais surpris. Je comprends pas. J'étais surpris, étonné. Voilà. Donc, effectivement, je l'avais indiqué, il y a des modes d'affaires qui sont différents sur Suisse. Merci beaucoup, en tout cas, David. Tu as parlé un petit peu de droit de société, des différentes formes de société dans ton intervention. Je vais maintenant passer la parole à Maître Alain Gros, qui est un spécialiste de ces questions avec lequel on travaille depuis de nombreuses années sur les constitutions de sociétés, notamment filiales d'entreprises françaises ici en Suisse, mais aussi sociétés d'entrepreneurs français qui s'installent sur le territoire suisse. Et Alain, je te laisse la main. Je ne crois pas que tu aies de présentation, hein. Tu fais ça sans filet. Non, je préfère qu'on voit ma tête plutôt qu'une présentation. Non, merci Romain de m'avoir présenté. Peut-être pour les retardataires, donc je suis avocat suisse. Quelques chiffres qui ne vont pas me rajeunir, mais ça fait plus de 30 ans que je suis avocat en Suisse, 15 ans que je suis associé auprès du cabinet MLL, qui a 6 bureaux dans le monde, donc à Genève, à Lausanne, à Zurich, à Zug, à Londres et à Madrid. On est 150 avocats et la 6e plus grande étude en droit des affaires en Suisse.
S'agissant donc en effet de la création de la société, maintenant, il est temps de sauter dans le bain. Par hypothèse, voilà, le franchisé, le franchiseur se sont trouvés. Eh bien, le concept a été trouvé également, s'agissant de la franchise au sens large, hein, puisque en droit suisse, le droit des contrats est assez restreint et le contrat de franchise n'existe pas en tant que tel. Donc, c'est un contrat avec passablement de notions d'autres, contrats de bail et autres. Donc maintenant, on doit sauter dans le bain. Par hypothèse, on a fait son business plan, etc., etc. Et maintenant, avant de signer le contrat entre un franchiseur et un franchisé, eh bien, naturellement, il faut créer sa structure pour que le franchisé existe en Suisse et puisse se lancer. Donc voilà où on en est. On se pose la question, eh bien voilà, maintenant, quel type de société je vais créer, moi, franchisé, en Suisse, pour finalement ensuite conclure formellement mon contrat de franchise avec le franchiseur. Eh bien, en Suisse, finalement, le choix est relativement limité, puisqu'on a la société anonyme, on a la société à responsabilité limitée. Donc là, on est un peu en terrain connu pour des futurs franchisés en Suisse qui sont français. En revanche, la SAS n'existe pas. Et une autre structure qui existe en Suisse, mais qui est à déconseiller et qui de toute façon ne s'appliquerait pas dans le cadre d'une franchise, hein, c'est la succursale qui n'existe pas en droit et qui n'est pas un objet de droit. Donc voilà, donc finalement, simplifions, voilà, vous avez soit la SA, soit la SARL. Depuis 2011, les deux structures, finalement, il y a eu une sorte de homogénéité des concepts de SA et de SARL, pardon. Avant, il y avait une grande distinction. La SARL, c'était plutôt le coiffeur ou le maçon, plus l'artisan, et puis la SA, plutôt le groupe. Désormais, ce n'est plus vraiment le cas, même si naturellement, les images ont la vie dure, donc ça reste encore quand même dans les esprits, mais en tout cas, au niveau du droit, finalement, la SARL et la SA est très, très similaire. Donc, je vais surtout vous parler des distinctions entre les deux. Donc, il y a surtout des distinctions de vocabulaire en réalité, puisque pour une SA, eh bien, on va parler, s'agissant des fondateurs, des actionnaires, naturellement. Pour une SARL, on va parler d'associés. Pour une SA, on va parler, pour les organes, on va parler d'administrateurs et de conseils d'administration. Dans une SARL, on va parler de gérants et de conseil des gérants. Et puis, alors, une des grandes distinctions, naturellement, c'est le montant du capital, hein, de départ, on va dire, le minimum. Si on se dit, ben, tiens, on va travel light et puis on va débuter quand même avec un capital qui n'est pas trop lourd. À ce moment-là, avec une SARL, le minimum est de 20 000 francs suisses comme capital social, avec des parts sociales d'un minimum de 100 francs. Et puis sinon, pour une SA, eh bien, le capital action de départ avec des actions nominatives, puisque les actions en porteur sont en totale désuétude désormais. Même au BVI, on n'a plus le droit d'avoir d'actions en porteur. Donc pour des actions nominatives, eh bien, le minimum est de 100 000 francs suisses, mais le minimum à payer au départ est de 50 000. Et les autres 50 000 francs, vous pourrez les payer quand vous voulez. Finalement, la loi ne prévoit pas de timing. Le seul timing, et malheureusement, c'est si la société fait faillite. À ce moment-là, il y a l'obligation pour l'actionnaire de verser les 50 000 francs qui manquent. Alors ensuite, bon, ben voilà, créer une société. Donc, vous hésitez entre la SA et la SARL. Maintenant, je vais vous faire un peu une présentation qui correspond tant pour la SA que pour la SARL. S'agissant du nom, par exemple, eh bien, à la fin, vous aurez soit le terme SA, soit le terme SARL. C'est une obligation légale d'avoir cette mention dans le nom. Eh bien là, vous allez choisir un nom, n'importe lequel. En général, quand on parle d'une franchise, hein, vous êtes le franchisé. En général, vous ne pourrez pas utiliser pour votre société le nom de la marque du franchiseur. Donc, vous pourrez utiliser un nom comme vous le souhaitez, mais simplement ensuite, vous utiliserez la marque. Alors, sur votre papier en tête,
Vous aurez naturellement le nom de McDonald's, mais votre société ne s'appellera pas nécessairement McDonald's Suisse SA, mais plutôt un autre nom. Et ça, c'est des discussions qu'on a entre franchiseurs et franchisés. Alors, la seule limite pour un nom en Suisse, mais vous avez ça dans tous les pays du monde, eh bien, naturellement, vous ne pouvez pas avoir le même nom qu'une autre société qui existe déjà. Et puis, vous ne pouvez pas avoir un nom avec un risque de confusion. Donc, par exemple, si vous allez regarder sur Zefix, le site internet suisse, où vous avez le nom de toutes les sociétés de Suisse, Zefix avec un Z.ch, eh bien, vous verrez que, je ne pense pas me tromper, même si je n'ai pas été vérifié, que, par exemple, la société Nestla dans l'agroalimentaire n'existe pas parce que Nestlé, a bien fait son travail, et si vous souhaitez vous appeler Nestla, en général, vous aurez un courrier d'avocat dans les 2 semaines vous demandant de changer de nom. Ensuite, vous devrez choisir un but social. Donc, après avoir choisi le nom de votre société suisse, SA ou SARL, vous devrez choisir votre but social. En général, si vous avez déjà une structure vous-même en France dans le même domaine, si vous êtes en Suisse romande, eh bien, vous pourrez utiliser exactement le même but social, avec quelques petites différences s'agissant de la loi, la Lex Weber-Kohler sur la possibilité ou non d'acheter des immeubles en Suisse. C'est très, très réglementaire, très, très réglementé. Ensuite de cela, naturellement, si c'est en Suisse alémanique, il faudra traduire ce but social en allemand. Ensuite de cela, s'agissant des actionnaires ou des associés, ça peut être, on n'a pas d'obligation d'avoir plusieurs associés, même pour une SARL, on peut être une SARL tout seul comme un grand. On est 100% associé, on est une personne physique, on habite à Tombouctou et on est allemand ou français, c'est égal, il n'y a pas de nécessité d'habiter ou d'être de nationalité suisse, ça a changé avec le temps. Même en Suisse, on s'adapte à l'internationalisation. Donc voilà, vous pouvez être un associé français habitant à Paris, pas de problème, vous n'avez besoin de personne d'autre que vous-même pour créer votre société, vous êtes le seul actionnaire ou le seul associé. En revanche, comme ça a été dit un petit peu plus tôt par David, en effet, en Suisse, pour créer votre société, vous allez devoir choisir naturellement un domicile en Suisse, comme dans le monde, partout dans le monde. Si vous voulez créer une société dans un pays, naturellement, vous devez avoir votre domicile, votre siège social dans ce pays. Alors, de manière générale, il faut éviter une pure domiciliation. Les banquiers n'aiment pas cela et le fisc non plus d'ailleurs. Il faut que vous ayez une vraie structure avec pas uniquement une boîte aux lettres, mais des locaux. Ça peut être des locaux partagés dans le booster, par exemple, de la Chambre de commerce France-Suisse ou tout autre contrat de bail. Donc là, c'est une obligation. Et la deuxième obligation pour être une société suisse, il faut une personne qui habite en Suisse, qui a un pouvoir de signature individuel, qui n'a pas besoin d'être administrateur ou gérant. Donc, vous pouvez vous-même être unique associé ou actionnaire, unique gérant ou administrateur, être le seul à la barre, mais vous aurez quand même besoin d'une personne qui habite en Suisse, qui a un pouvoir de signature, mais qui ne l'utilisera pas nécessairement et qui n'aura pas de pouvoir sur votre compte bancaire, par exemple, même si la confiance règne, c'est préférable. Ensuite de cela, la création de la société, en Suisse, on est un petit peu plus, si j'ose dire, formaliste qu'en France. On a besoin de passer devant un notaire, ce qui veut dire des frais et un petit peu de temps. Donc, il faut compter à peu près 3 semaines entre le moment où vous avez déposé vos 20 000 francs ou 100 000 francs ou plus auprès d'un institut bancaire pour créer votre société. Encore petite chose en Suisse, vous n'avez pas besoin de notifier vos comptes auprès d'une quelconque instance. Il n'y a pas de tribunal de commerce ou autre qui doit recevoir vos comptes. Donc là, les comptes sont secrets, confidentiels et ne sont pas partagés par le public. Donc voilà un tout petit peu pour la création, on va dire, d'une société rapidement. Si la société mère, donc l'actionnaire, est une société en France, vous aurez besoin d'un cabis légalisé, apostillé, pour qu'on puisse créer votre société.
Mais sinon, ça va très vite. Donc, comme je l'ai dit, il faut compter à peu près 3 semaines. Les coûts, si vous passez par la chambre, il faut compter environ 3 700 francs pour créer cette société, y compris les frais d'avocat et de notaire. Il reste seulement les frais du registre du commerce, de l'ordre de 800 francs. Donc, voilà un tout petit peu rapidement, disons, brosser le portrait de la création d'une société en Suisse. Merci Romain. Merci à toi Alain. Peut-être une question qu'on traite rapidement maintenant avant de passer la parole à Mme Giraud. On nous demande si la raison individuelle ou la SNC, la société en nom collectif, est possible pour le franchisé en Suisse. Alors, c'est possible, mais c'est toujours assez compliqué. Quand je vous parle de la SA et de la SARL, on est à peu près, je ne sais pas les chiffres ici, mais si on veut parler suisse, à peu près 95-96% du marché. Ensuite, la SNC et la société coopérative en commandite, etc. Il y a quelques banquiers privés qui avaient ce type de possibilités où certains amènent de l'industrie, d'autres amènent les capitaux, mais ce n'est vraiment pas un type de société qu'on utilise en Suisse. Réellement, si on veut faire quelque chose de lean et de simple, c'est vraiment la SA et la SARL. Tout le reste, vos co-contractants vont se demander, tiens, mais qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais vu. De quoi il s'agit? Une société en nom collectif, une coopérative, etc. C'est compliqué et finalement, on n'a pas de valeur ajoutée. Sauf cas vraiment très, très exceptionnel. Merci beaucoup. Alain, Madame Giraud, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes, je le rappelle, Chief Operating Officer pour Fauchon, pour l'Europe et les Amériques. Donc, j'imagine que c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Merci d'être avec nous ce matin. On vous passe tout de suite la parole pour un retour d'expérience sur l'enseigne Fauchon, votre présence en France à l'international et plus particulièrement ici en Suisse. Merci. Tout à fait. Je venais aujourd'hui témoigner en tant que franchiseur français ayant initié un développement en Suisse il y a quelques années en franchise. Juste pour vous faire une petite présentation rapide de l'enseigne Fauchon pour ceux qui ne la connaissent pas bien. C'est une entreprise familiale française qui a été créée en 1886 à Paris. C'est un véritable symbole aujourd'hui de la gastronomie française dans le monde, avec des catégories produits phares comme la pâtisserie. Tous les grands chefs pâtissiers aujourd'hui les plus renommés dans le monde sont un jour passés chez Fauchon. Le thé est également une des catégories produits phares de l'entreprise, ainsi que les chocolats et bien entendu l'épicerie fine. Aujourd'hui, nous, on propose plusieurs types de concepts en franchise, des concepts retail, mais aussi F&B de restauration. Nous avons 70 points de vente dans le monde à date, avec un développement quasiment exclusivement axé sur la franchise. Pour vous expliquer un peu ce qu'est la franchise chez Fauchon, que signifie devenir franchisé chez Fauchon, c'est bénéficier avant tout de la transmission d'un savoir-faire de plus de 130 ans d'histoire, de recettes et d'expertise, bien entendu des concepts architecturaux, l'accès à des outils marketing et communication, à des bases de données, un extranet extrêmement précis avec une base de données photos et différents types d'outils. C'est bénéficier aussi d'une formation initiale et continue sur tous les aspects de la franchise et pour tous les besoins des équipes, que ce soit en cuisine, en salle, en boutique. Nous avons également développé un certain nombre d'outils digitaux ces dernières années et tout particulièrement ces derniers mois. La pandémie a fait que nous avons accéléré le développement d'outils e-learning qui permettent justement que les franchisés en fait, bénéficient de nos outils à distance. Et puis, au niveau des conditions, on est sur des conditions aujourd'hui, somme toute classiques pour une franchise, des droits d'entrée et des redevances.
Donc, pour vous parler spécifiquement un peu de notre développement en Suisse, nous avons initié notre développement en 2015 avec l'ouverture de 2 points de vente à Zurich. Nous avons bien entendu noté quelques différences avec un développement en France ou dans d'autres pays. On en a déjà parlé au début de la conférence, mais il y a en effet des CAPEX qui peuvent être différents et liés principalement au coût de la main-d'œuvre locale. Dans notre cas précis, nous avons fait appel à un agenceur français, car finalement moins coûteux en fait que de passer par un agenceur local. Les frais de personnel, en effet, plus élevés, nous en avons parlé, ainsi que les loyers. Donc moi, si je peux apporter mon témoignage et un conseil dans tout type de développement international, il est important de toujours prendre en compte les spécificités locales, que ce soit dans son business plan, dans sa communication et dans son opération finalement au quotidien. Au niveau de l'offre produit, nous n'avons pas réellement eu à adapter notre offre au niveau du retail. Pas réellement de difficultés d'importation si on suit bien les règles. On a en revanche procédé à quelques adaptations au niveau du menu du restaurant, à savoir que dans le cadre, nous, de notre franchise, on autorise les franchisés à adapter en principe 30% maximum du menu à une offre locale. Et pour finir, nos objectifs aujourd'hui en Suisse, on a donc cette implantation à Zurich qu'on souhaite renforcer en Suisse alémanique, mais également développer notre présence en Suisse romande. Merci beaucoup, Madame Giraud, pour votre intervention. On a une question qui est venue maintenant directement pour vous. On nous dit Fauchon dispose de sites de production en Suisse. Est-ce que les franchisés produisent eux-mêmes malgré cela leurs produits? Et est-ce que le franchisé a des garanties sur la pression financière de la redevance de la marque si elle fournit les produits? Excusez-moi, j'ai été interrompue. Est-ce que vous pourriez répéter votre question? Oui, c'est une question qui vient d'un des participants. On nous dit Fauchon dispose de sites de production en Suisse. Est-ce que les franchisés produisent eux-mêmes, malgré cela, leurs produits? Est-ce que le franchisé a des garanties sur la pression financière de la redevance de la marque si elle fournit les produits? Alors aujourd'hui, toute la partie production, restauration est faite localement par notre franchisé qui a été bien entendu formé aux recettes et aux pratiques Fauchon. Avec une formation en continu, nos chefs se déplacent en fait très régulièrement dans tous les pays dans lesquels nous sommes implantés pour assurer justement le maintien de cette qualité. Donc, tout est fait sur place en ce qui concerne la restauration. Uniquement les produits en fait vendus en boutique dans le cadre de nos concepts retail sont importés depuis la France. Ce qui permet en effet d'avoir un fonctionnement plus aisé et de ne pas avoir à tout importer. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question pour Maître Alain Gros et Maître Le Péchon éventuellement. On nous demande s'il y a le choix entre les deux types de sociétés, SARL ou SA. Pour quelles raisons est-ce qu'on devrait privilégier l'une par rapport à l'autre? Peut-être Alain Gros pour la Suisse, oui. Maître Le Péchon plus pour la France. Alors, s'agissant de la Suisse, si je puis me permettre, c'est souvent des questions financières. Hein. Quelquefois, au départ, les frais sont importants de toutes sortes. Hein. Et puis, on préfère débuter avec 20 000 francs plutôt que 50 ou 100 000 francs. Donc, c'est la raison pour laquelle on opte plutôt pour la SARL que la SA. Je dirais que s'agissant d'un contrat de franchise, il y a beaucoup de frais. Donc, normalement, on devrait plutôt opter pour la SA dans le sens où, de toute façon, comme vous l'imaginez bien, les 50 ou 100 000 francs qu'on paye,
si j'ose dire, qu'on met sur la table pour le capital action, bien, dès que la société est créée, part en compte courant, donc pourra être utilisé pour les salariés, les baux et loyers, etc. Donc, je dirais que de manière générale, si on se dit qu'on a envie de débuter avec 20 000 francs dans un concept de franchise avec quand même beaucoup de coûts, ça ne me semble pas être la meilleure façon de débuter. Donc, je pense qu'on partirait plutôt sur une SA qui a aussi une meilleure réputation, si j'ose dire, qu'une SARL auprès du public. Merci beaucoup, Alain. Alors, moi, je rebondis effectivement sur la question qui ne se pose pas dans les mêmes termes en France, puisque la société anonyme ne recoupe pas la même réalité. Elle est complètement inutilisée en franchise. C'est une société qui est en train de mourir, puisqu'on a une autre forme qui s'appelle la SAS qui s'impose aujourd'hui dans la majorité des cas. Donc, finalement, le choix, quand on est franchisé, il y a deux structures qui sont bien adaptées. C'est la société par action simplifiée et la SARL qu'on a aussi. Voilà. Il n'y a pas de question de capital de départ, puisque dans les deux cas, on peut avoir des capitaux quasi nuls au départ. La différence se fait sur la souplesse. D'un côté, la SAS est une structure qu'on appelle feuille blanche, c'est-à-dire qu'on écrit les statuts qu'on veut. Si on est plusieurs associés, on peut quasiment avoir des statuts qui ressemblent à un pacte. Alors, ce n'est pas forcément très, très judicieux parce que ça les rend visibles des personnes qui consultent les statuts. Mais en tout cas, il y a une très, très grande souplesse. On a aussi une capacité de décorréler le pouvoir du niveau de capital. On peut avoir des actions de préférence avec des droits qui ne seront pas forcément rattachés au niveau de capital détenu dans la structure. Alors, on va déjà là très loin dans l'ingénierie du droit des sociétés. Ce n'est pas forcément ce que recherche un franchisé. Ça vaut par contre pour un franchiseur. Et puis, on a des questions de fiscalité des dirigeants, là, qui se posent vraiment pour le franchisé, qui aura peut-être, alors je ne suis pas un expert en droit fiscal, mais en tout cas, il y aura peut-être une plus grande souplesse dans le choix des options dans la SARL, paradoxalement, qui permet un certain nombre d'adaptations. Mais les deux structures sont, en tout cas en France, des outils tout à fait adaptés à la franchise. Moi, j'ai quand même une préférence pour la SAS qui est adaptée j'ai envie de dire, au projet peut-être plus ambitieux. Merci beaucoup, maître. Peut-être une question pour Madame Giraud. Vous avez parlé un petit peu de votre développement, notamment en Suisse. En général, en France et à l'international, quel profil de candidat recherchez-vous chez Fauchon pour votre développement? Alors, nous recherchons principalement des franchisés qui disposent d'une expérience soit en retail, soit en restauration, qui disposent bien entendu d'une capacité d'investissement pour pouvoir soutenir un développement et des capacités de management qui sont indispensables aujourd'hui pour la gestion en fait, d'une franchise. Merci beaucoup. Je vous en prie. Peut-être un dernier point plus général. Si vous aviez, on arrive un petit peu à la fin du webinaire, si vous aviez un conseil à donner à des candidats à la franchise, que ce soit en Suisse ou en France, peut-être un conseil, quel serait-il? Et David, je voudrais commencer avec toi, si tu en es d'accord. Alors, du côté, enfin, il faut bien sûr se distinguer de se positionner du côté du franchiseur ou du franchisé. Donc, pour le franchiseur, comme je l'avais indiqué, d'avoir une étude d'ensemble et peut-être avoir une politique de déploiement qui puisse être un peu plus assez ambitieuse pour pouvoir couvrir les frais de développement spécifiques sur le marché suisse, parce qu'il y en a, et c'est ce que je voulais mettre en avant. Et pour le franchisé, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire d'analyser la notoriété de la franchise que l'on ambitionne, surtout si on est français, parce qu'on a peut-être un regard faussé par rapport à ce que les personnes en Suisse pourraient connaître de la marque. Donc, se renseigner sur la notoriété de la marque que l'on ambitionne de représenter sur Suisse pour payer, entre guillemets, ou peut-être négocier avec le franchiseur le juste niveau
niveau de redevance au départ pour faciliter le déploiement, et sachant que, on le verra dans les autres ateliers, créer une franchise en termes de financement nécessite des investissements et qui sont bien souvent des investissements personnels parce qu'on a un accès au financement qui est un peu plus limité sur Suisse que sur France. Donc, de bien appréhender la réussite du projet par rapport à la notoriété de la marque. Merci beaucoup. Maître Le Péchon, en quelques mots, si vous aviez un conseil à donner en particulier aux candidats à la franchise. Ah oui, très rapidement. Alors, premier conseil pour les candidats à la franchise, ne pas considérer que la franchise est une sorte de substitut au contrat de travail. C'est une erreur très, très commune. La franchise, c'est un métier d'entrepreneur. On ne fait pas ça parce qu'on a perdu son boulot ou qu'on s'ennuie et qu'on a envie d'avoir une activité. On fait ça parce qu'on est un entrepreneur et la franchise ne fait pas tout. On peut avoir un excellent concept chez le franchiseur. On peut se planter en tant que franchisé. C'est-à-dire qu'on ne s'assied pas en attendant que les clients rentrent. On est un entrepreneur qui met en application un concept, mais ça suppose des efforts et un véritable esprit d'entreprise. Alors, on est aidé, certes, mais on n'est pas, comment dirais-je, bénéficiaire d'un assistanat. Ça, c'est une évidence. Pour le franchiseur, et là, je me permettrai de rebondir sur la question France-Suisse. Quand on va en Suisse ou quand on vient en France, ce n'est pas un territoire conquis. Ce n'est pas parce qu'on a réussi en France ou en Suisse qu'on va réussir de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est une erreur commise notamment par nos amis américains qui croient que leurs concepts sont des concepts universels, qu'on arrive avec ses gros sabots et que tout s'applique de la même façon dans le monde. Donc, quand on arrive en Suisse et qu'on est français, on fait preuve d'humilité, on étudie bien le marché, on adapte son contrat, on adapte son concept et inversement. Et c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Merci beaucoup, maître. Alain Gros, peut-être un conseil également à donner notamment aux futurs franchisés. Oui, s'agissant de la petite lorgnette, s'agissant d'une création de société, eh bien, les choses auxquelles il faut faire attention en particulier, donc si on est seul, naturellement, on est bien entouré puisqu'on est tout seul. Mais si l'on est plusieurs, eh bien, là, il faut faire attention puisque au niveau des statuts et autres documents juridiques lorsqu'on crée une société, eh bien, les rapports internes sont quand même assez flous et donc il est nécessaire, je dirais, dès le départ, donc dès la création de la société, si on est deux ou plusieurs associés pour une SARL ou actionnaires pour une SA, eh bien, d'avoir un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires qui permettra justement, dans l'hypothèse où l'on désire des financements, on désire amener des nouveaux actionnaires ou des nouveaux associés, ou justement certains désirent s'en aller, bien plutôt que lorsque quelqu'un s'en va, finalement, il peut choisir à qui il va vendre ses actions ou ses parts sociales sans que les autres associés ou actionnaires aient quelque chose à dire. Eh bien, on prévoit un pacte d'associés ou d'actionnaires avec les droits d'obligation, naturellement, de vendre aux autres associés ou actionnaires avant de vendre à un tiers. Donc voilà, ça, c'est le conseil que je donnerai. Merci beaucoup, Alain. Madame Giraud, peut-être pour le mot de la fin en termes de conseils. Comme je le disais, moi, mon conseil côté franchiseur et franchisé, ce serait de bien veiller à prendre en compte les spécificités locales de son marché, qui sont indispensables pour réussir dans la franchise. Très bien, merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Si je résume, en amont, vraiment avoir une étude, une vue d'ensemble, que ce soit côté franchiseur ou franchisé, bien analyser son marché, les opportunités, bien connaître aussi, évaluer la notoriété de l'enseigne ou de la marque qu'on va représenter sur le territoire qui est concerné pour avoir finalement un business plan qui soit en adéquation et des redevances qui soient en adéquation avec la notoriété de cette marque. Faire attention ici en Suisse aux problématiques de financement. On y reviendra cet après-midi à 16h45. On aura une table ronde dédiée au financement justement des franchisés, des futurs franchisés. Et c'est vrai qu'en Suisse, c'est vraiment un point qui est crucial. Les accès au financement sont un petit peu différents de ce qu'on peut connaître en France. Et dernier point peut-être, ou en tout cas les deux derniers points, bien connaître son marché, prêter attention aux spécificités. Et puis pour le futur franchisé, se mettre dans une
dans un état d'esprit entrepreneur. Alors, un entrepreneuriat encadré, mais un entrepreneuriat quand même. C'est-à-dire que bien souvent, on va pouvoir passer du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Et c'est deux mindsets un petit peu différents. Donc, il faut aussi y être préparé. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde très riche. Encore navré pour les petits soucis techniques au démarrage. C'était la première de la journée. Donc, on compte sur votre indulgence. Et puis, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Merci encore. Merci. Merci. À plus tard. Et à tous, au revoir.